Il avait dit qu'il viendrait. Ah, tu arrêtes tout ça. Moi, en termes d'organisation, c'est quand même une faiblesse. Je crois qu'on va commencer. Merci d'avoir patienté. Ah, on entend. Merci d'avoir patienté et merci de répondre à notre invitation pour cette rencontre qui se veut une rencontre d'échange et de réflexion. Comme c'est traditionnel à la TMF, chaque année on organise une rencontre et on choisit une thématique d'actualité, soit concernant la France ou dans le monde. Aujourd'hui, on a choisi la thématique et avant de commencer, je remercie nos amis qui ont répondu à notre invitation pour échanger avec vous. Amal Sansal, qui est des collectifs pour une alternative démocratique et sociale en Algérie. Ali Ben Saad, c'est un universitaire algérien, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Donc on reprend contact pour qu'on continue à organiser des rencontres et des débats, même avec un petit groupe dans nos locaux. Tu es toujours le bienvenu, Ali. Boukar Jam'i, journaliste universitaire marocain, et je les laisserai se présenter eux-mêmes, ça serait mieux. Tout à l'heure, ils vont se présenter par rapport à déjà ce qu'ils font et les actions auxquelles ils contribuent ou ils participent. On a choisi cette... Et là, on avait d'autres intervenants, malheureusement, et nous, on soutient la grève, hein, donc là, c'est pas ça la question. Donc, il y a des trains qui ont été annulés parce qu'on avait des intervenants qui venaient de Paris, concernant le Yémen et concernant le Liban. Donc, on les remercie déjà parce qu'ils avaient accepté notre invitation. Ils ont pris leur billet et on n'y peut rien. On aura d'autres occasions pour de les rencontrer pour parler de ce qui se passe, de ce drame du Yémen et cette magnifique Hirak, je dirais toujours le Hirak, au Liban. On a choisi cette thématique dans plusieurs pays du monde, les peuples au mouvement pour la dignité, la justice sociale, la liberté et la démocratie. Nos intervenants vont nous parler de l'Algérie, du Hirak de l'Algérie, et aussi de ce qui s'est passé en France en soutien au Hirak d'Algérie, ce mouvement magnifique depuis le 22 février, et qui ne s'est pas arrêté, même avec l'élection du 12 décembre, donc avant-hier. Donc le Hirak continue en Algérie. On échangera autour de ça et nos intervenants, Amal et Ali, vont nous parler du Hirak d'Algérie. Et Boukar Jam'i nous parlera aussi des mouvements au Maroc. Au Maroc, depuis toujours, et en particulier depuis 2011, jusqu'en octobre 2016 à aujourd'hui, en passant par le Hirak du Rif et l'emprisonnement des leaders du Hirak du Rif à qui on a distribué de 20 ans
à 1 an de prison. C'est des années, hein, c'est des siècles hein, de prison, si on les calcule. On reprend toutes les condamnations des personnes qui luttent pour la justice sociale, et les journalistes aussi qui sont emprisonnés. Boubacar nous parlera de ces mouvements au Maroc qui ont pris plusieurs formes, peut-être dans le débat et l'échange, je dirais, de mots par rapport à ça. Avant de commencer sans oublier la France. En France aussi, le peuple français, il est en mouvement lui aussi. Depuis la loi travail jusqu'au le projet de loi retraite, qui n'est pas que la mobilisation, les grèves et les manifestations, c'est pas que pour les retraites, mais aussi contre la précarité, contre les politiques régressives, les politiques sociales régressives, dans un pays où on arrive aussi à s'immoler par le feu. Le jeune Anas devant le Crous de Lyon, il ne s'est pas immolé comme ça. Il a choisi un lieu symbolique. C'est lui qui le dit, hein. Il l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit. Et aussi, la rentrée était compliquée et difficile. Pour les migrants, les réfugiés. On a eu la loi immigration-asile. On a eu les déclarations incendiaires, l'hydre islamique, la société de vigilance, les signaux faibles. Et les signaux faibles. Sans oublier, dernièrement, la résolution Maillard, la résolution qui a été votée, qui fait le parallèle entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Cette loi a été votée le 3 décembre. Nous, le monde associatif, on s'est battu, on a essayé, on a interpellé, mais elle a été aussi votée parce que l'hémicycle était pratiquement vide. Hein. Mais elle a été votée. Espérons que le Sénat va rejeter cette loi honteuse. Ça n'existe qu'en France. Hein. Ce genre de loi n'existe nulle part. Mais ça existe en France. Sans oublier, là j'ai vu, mais je ne me rappelle pas de la députée qui a tweeté hier. Elle a fait un tweet disant que la direction de la RATP, la Société parisienne des transports communs, parce qu'elle embauchait trop de musulmans. Et le hasard fait que le mois de décembre, il y a Noël. Et parce qu'ils sont musulmans, qui veut dire c'est... Regardez le parallèle. Regardez ces déclarations incendiaires. Et on s'est dit que le mois d'octobre et le mois de novembre, qui était un mois pénible, par les déclarations des hautes autorités jusqu'aux les médias complices, parce qu'on n'entendait que l'islam, les femmes voilées. Heureusement qu'il y a eu le mouvement social qui a remis la pendule à l'heure pour dire qu'il y a des problèmes de fond en France. C'est pas la petite musulmane ou la musulmane qui met un voile qui incarne tous les problèmes que connaît la France. Aujourd'hui, cette banalisation et cette attaque frontale contre une frange de la population devient pénible. Heureusement qu'il y a eu les Gilets jaunes. Et
les mouvements des Gilets jaunes, on a oublié plus ou moins les banlieues. On ne parlait pas des banlieues, donc on les a laissés plus ou moins tranquilles. Et ce mouvement social nous a laissé un moment pour respirer et pour s'attaquer aux vrais problèmes. C'est pour ça que notre réseau et notre association, elle est dans tous les mouvements sociaux. Et pour les personnes qui ne connaissent pas la TMF, je vais vous donner, et je serai très rapide, une idée sur la TMF. Notre association, la TMF, reste un lieu de référence des luttes de l'immigration au sein de paysages associatifs, démocratiques et laïques, sans exclusion. Plusieurs décennies de combat pour l'égalité des droits entre les Français et les immigrés, pour la défense des personnes migrantes, pour la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous, et contre toutes les formes de discrimination. Nos combats se déclinent essentiellement dans toutes les activités et actions développées dans nos associations membres, dans la TMF d'Aix-en-Provence. Il veut dire les permanences sociales, les juridiques, l'action linguistique, action socio-éducative pour les enfants. Vous avez un petit stand là qui relate un petit peu les activités menées par notre association locale d'Aix-en-Provence. Les actions socio-éducatives pour les enfants et les jeunes, l'accompagnement à la scolarité et à la parentalité, actions envers les primo-arrivants, les espaces femmes, les vieux migrants, les actions culturelles intergénérationnelles, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les luttes de l'immigration contre le racisme, la xénophobie et l'islamophobie. Même si on a d'autres qui n'acceptent pas le mot islamophobie, on reste un peu sur le débat sémantique, c'est pas ça le problème. Nous, on dit qu'il y a une islamophobie en France, le sexisme ainsi que la solidarité internationale. Les combats de la TMF et de son réseau sur le terrain sont soutenus et renforcés par le cadre dynamique de réflexion et de mutation apporté par la TMF nationale à travers les réunions de nos instances, le réseau, on a un réseau femmes, les rencontres nationales et régionales, les rencontres du réseau. Chaque année, on organise 3 jours à la fête de l'UMA et c'est un moment très fort où toutes nos associations membres se réunissent et choisissent une thématique par rapport à l'activité, comme j'ai souligné tout à l'heure. Les formations, les conférences débats, les séminaires, la participation aux divers forums sur la thématique de la question immigration. Quand je dis les divers forums, le forum mondial et les forums locaux, là où il existe encore aujourd'hui. La TMF prend aussi part au combat contre les politiques coloniales, néocoloniales et contre toutes les injustices dans le monde, à travers une solidarité concrète. La TMF signe les appels de solidarité nationale et internationale et contribue au réseau de solidarité pour la lutte pour l'égalité des droits et le droit à l'égalité. Impliqué et reconnu par un large réseau de partenaires, le réseau ATMF et ses associations membres sont partie prenante de toutes les initiatives collectives, actions publiques, manifestations et luttes pour l'égalité des droits, pour toutes et tous. Les locaux de la TMF, et en particulier notre siège national, est un lieu ouvert aux associations de soutien aux migrants et à l'immigration, un lieu d'élaboration des actions communes et autonomes qui vont dans le sens des combats pour l'égalité des droits et au droit à l'égalité. Le durcissement régulier des politiques migratoires et la banalisation des discours haineux envers les étrangers nous imposent de continuer à faire du réseau ATMF un outil incontournable, fédératif, pour mobiliser et impliquer nos membres et aussi de participer avec nos partenaires à multiples actions. Donc, ça c'est un petit aperçu sur ce qu'est la TMF. Et pour ne pas monopoliser la parole, on va commencer notre rencontre avec notre ami Amal. Bonsoir. Je suis militante de l'immigration aussi, et donc j'ai milité dans le Front uni des immigrations et quartiers populaires ici à Marseille, qui lutte sur les questions de racisme et d'égalité des droits et
de stigmatisation. Et depuis 10 mois, je fais partie du collectif pour une alternative démocratique et sociale en Algérie. Ce collectif s'est créé d'une manière naturelle le 24 février, en fait, suite aux manifestations et à l'insurrection populaire qui s'est faite sur tout le territoire national en Algérie. Et donc, à Marseille, c'était d'une manière naturelle qu'on est sorti aussi pour soutenir nos frères et sœurs au pays et pour aussi porter cette cause qui est système dégage, ce système oligarche, ce système de mafia politico-financière et de militaires qui a mis la main sur les institutions de l'État et qui a voulu imposer ses lois et qui a confisqué toutes les libertés de ce peuple. Et donc le peuple est sorti le 22 février pour dire non au 5e mandat. C'est ça qui a fait déborder le vase, on va dire, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais c'était aussi des revendications sociales, des revendications de liberté et des revendications d'inspiration démocratique. Voilà, donc je ne sais pas si vous suivez les informations, mais en tout cas depuis 10 mois, le peuple algérien dans sa majorité était dans les rues tous les vendredis, d'une manière pacifique, se rebeller contre ce système qui a voulu spolier toutes les richesses et qui a spolié toutes les richesses de ce peuple et qui voulait perdurer avec un président qui était grabataire, qui voulait garder ses privilèges. Et donc c'est tout à fait normal que le peuple qu'il y a eu cette insurrection, c'était inévitable. Aujourd'hui, on est un président, on n'a pas encore digéré, hein, pardon, mais un président imposé, un président désigné par eux, donc pour assurer la continuité, pour assurer cette continuité de leurs privilèges. Voilà, donc aujourd'hui, un peu, on est le 14, donc les élections se sont déroulées le 12. Le 13, le peuple est sorti dans la rue aussi, parce que c'était un vendredi, hier, et la répression, elle a redoublé. La répression a redoublé dans plusieurs villes du pays. 400 arrestations dans l'ouest algérien, des gaz lacrymogènes, voilà, sans parler des prisonniers qui sont déjà dans les prisons depuis à peu près 300 prisonniers d'opinion depuis 10 mois, des jeunes, des femmes, des vieux, même des révolutionnaires, des journalistes, des caricaturistes, voilà, des gens du peuple. Donc le collectif, ils sont mobilisés ici tous les dimanches aussi pour informer, et parce que les médias français, ils ont aussi fait un blackout sur cette question. On parlait de Hong Kong, mais on ne parlait pas d'Algérie qui était de l'autre côté. Et voilà, donc on s'est mobilisé surtout vis-à-vis de notre communauté pour informer, pour drainer le maximum de monde. Et donc on a fait des caravanes dans les quartiers populaires, on a assuré des rassemblements, on a des réunions, des projections de films et des discussions et du tractage pratiquement toutes les semaines. Voilà, pour dire qu'on est contre ces élections programmées. Et le week-end dernier, par exemple, on était devant le centre de vote à Marseille et on a pu assister à une mascarade de visu où ils ont été chercher des Chibani dans les foyers en les menaçant de ne pas pouvoir rentrer au pays s'ils n'avaient pas leur carte de vote, en les menaçant de plein de choses, de leur enlever leurs droits, pouvoir avoir de passeport, par exemple. Et donc, c'est un abus de la vulnérabilité de ces Chibani. Et on a vu des fourgonnettes arriver par des gens du système qui sont là, qui sont les systèmes consulaires. On les dénonce
vivement. Donc voilà, donc les manœuvres se font aussi en France. Donc le collectif continuera à mobiliser dans ce sens pour démasquer tout ça et puis pour faire aussi relais de la lutte qui va continuer, j'espère, là-bas, qu'elle se passe dans la rue ou qu'elle s'organise par quartier, ou je ne sais pas comment ça va s'organiser les choses là-bas. Mais en tout cas, nous ici, notre rôle de la diaspora, c'est prendre part et informer et mobiliser autour de cette question. Et l'opinion internationale et l'opinion du peuple français est important aussi. Parce que quand Macron a dit hier « je prends note », pour l'instant, pour un président qui n'est même pas encore investi, ça nous donne déjà un avant-goût. J'espère que le peuple français, le peuple algérien en tout cas, ne reconnaîtra pas ce président, même s'il a été désigné. Et j'espère que l'opinion publique française aussi dénoncera l'abus des droits démocratiques et des Algériens. Voilà, je vais peut-être passer on reviendra dans le débat. Les municipales au nom de Aix en partage. Et il y a pas mal d'amis de Aix au partage qui sont parmi nous. S'il y a d'autres qui sont dans un autre, quelque chose qui va venir et tout ça, ils peuvent. Donc nous, on est ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'était pour souligner qu'on a parmi nous nos amis. Oui, bonsoir. Donc moi, c'est Ali Ben Saad. Alors, je suis professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de Paris, mais j'habite Aix et je tiens à rester dans la région. J'ai quitté Aix pendant une quinzaine d'années et j'y suis revenu parce que je voulais me rapprocher de mon université, qui était l'université d'Aix-Marseille, notamment fac de lettres. Et puis, l'année même où j'allais déménager, j'ai eu ce poste à Paris, mais je tiens toujours à rester dans la région. J'ai connu le mouvement associatif il y a un peu plus de 20 ans, quand je suis arrivé à Aix. Et puis, j'ai rompu un peu par la distance, même si elle était faible, du fait de m'être installé entre-temps à Marseille. Et j'ai répondu vraiment avec beaucoup de plaisir à l'invitation de Nasser pour beaucoup de raisons, dont l'une était de renouer avec le milieu associatif, les gens à Aix, que je ne connais pas beaucoup. Alors, avant de commencer mon intervention, moi, je tiens à rendre hommage à Amel et à tout son groupe. Et je me sens tout petit devant parce que ça fait 10 mois qu'ils sont vraiment en permanence en train de mener la lutte au quotidien, plusieurs fois par semaine, etc., face à... quand on parle de nomenclatura, etc., il faut savoir que la France fait partie de la rente et des privilèges. Et par exemple, une chose, c'est d'autorité, c'est pas... tous les postes consulaires sont un droit régalien de la DGSN, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale Algérienne. Si bien que, par exemple, celui qui a été consul général pendant plus de 30 ans, quasiment inamovible, était le directeur général adjoint de la DGSN. C'est en fait une façon de gratifier par la rente ces gens-là qui quadrillent la vie sociale en Algérie pour venir la quadriller ici. Et Marseille est probablement, après Alger, le lieu où les services de sécurité algériens sont les plus présents. Donc c'est pour dire toute l'obstruction, etc. J'ai assisté très peu, malheureusement, comme je travaille à Paris, etc. Et j'ai vu effectivement vraiment tout le travail d'obstruction de l'intérieur, etc., etc. Et c'est pour ça que je rends vraiment hommage aux gens du CATSA. Ça se passe beaucoup plus difficilement à Marseille qu'ailleurs dans les migrations, et beaucoup plus difficilement qu'en Algérie. Paradoxalement, malgré le caractère dictatorial, etc. Alors, moi, je vais essayer de ne pas être long, même si j'ai la réputation d'être un peu bavard. Je dirais 2 choses uniquement. D'abord, quelque chose de très général sur le Hirak. Hirak, d'ailleurs, en fait, et c'est pour ça que c'est bien cette rencontre,
les premiers à avoir utilisé le hirak, c'est les Marocains. Et ce mot a été vite adopté ailleurs. D'ailleurs, c'est une intonation qui n'est pas très littéraire arabe. C'est une intonation maghrébine berbère. Et voilà qu'elle est reprise même en Irak, dans ce berceau de la langue arabe, etc., etc. Ça prouve un peu cette diversité. Et d'ailleurs, moi, je suis venu avec beaucoup de plaisir aussi, parce que ce n'était pas qu'une rencontre d'Algériens, mais vraiment quelque chose à l'échelle maghrébine. Et malheureusement, on se connaît très peu. Moi, j'ai vécu en Algérie. J'ai aussi vécu dans le cadre de mes activités au Maroc, où j'étais affecté par le CNRS pendant 2 années là-bas. Et j'ai compris un grand drame, à quel point les deux peuples s'ignoraient et à quel point chacun des peuples a une idée très préconçue de ce qui se passe. Alors, pour les Algériens, le Maroc est un pays féodal arriéré où les gens sont super pauvres, etc., etc. Bon, alors que bon, et pour les Marocains, l'Algérie est une grande caserne et tout, alors que malgré tout, il y a un foisonnement, etc. C'est dire peut-être qu'une des tâches de l'immigration est de casser justement ces barrières, parce que, si je peux dire, les deux pouvoirs, pour se légitimer, et essayent de construire l'ennemi, la peur de l'autre, pour construire une sorte de, comme on dit en arabe, une asabiya nationale, comme une sorte d'esprit de corps national, ou comme on le dirait, un nationalisme au sens le plus négatif, c'est-à-dire pas le patriotisme qui consiste à aimer son pays, mais le nationalisme qui consiste à haïr l'autre, et à cultiver cette... Hein, tribal, oui, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme asabiya, et un peu, comme ça, un peu la guerre de clochers. On déteste le plus celui qui nous ressemble le plus, etc. Alors donc, moi, je vais d'abord parler de Hirak, parce que ce fut effectivement une surprise qui reste toujours peut-être à décoder, et après je parlerai rapidement de l'après-élection, et qu'est-ce qu'il faut faire. Je disais qu'en fait, c'est vrai que c'est un phénomène qui nous a tous surpris, surprise divine, je dirais. Alors donc, le soulèvement du 22 février, il est intervenu de façon brusque, brutale, quasiment comme une irruption. Et il avait tout de l'irruption, son caractère inattendu, son caractère surprenant. Il était surprenant pour ceux mêmes qui l'ont fait, qui se surprenaient eux-mêmes de devenir différents, de devenir déterminés, de devenir libres. Alors, on avait tous un pressentiment. On avait tous un pressentiment diffus, j'allais presque dire la comparaison, comme la veille de ces éruptions volcaniques, ces pressentiments qu'ont les animaux qui détectent des signes annonciateurs d'éruption. Donc on le sentait tous, on sentait tous que cela pouvait arriver, mais on l'attendait tous sans vraiment beaucoup l'espérer. Il y avait vraiment une forme de désespérance. Cette irruption est arrivée, j'allais dire, au plus haut de la crête de la désespérance. Et un peu comme disait le poète turc Nazim Hikmet, l'air était lourd comme du plomb. Et donc il y avait effectivement un calme étouffant en Algérie, où tout semblait ne plus devoir bouger. L'immobilité était telle que les gouvernants se permettaient d'être provocateurs. Je me rappelle de Ouyahia. Et il y aura le 5e mandat. Ceux qui veulent aller dans la rue, qu'ils aillent dans la rue. Nous avons une expertise pour maîtriser la rue. Et puis, surtout, l'épouvantail de la Syrie, de la Libye, et surtout l'épouvantail de la décennie noire. C'est-à-dire qu'avec un sens très pervers et sadique, ils ont appris à mettre le doigt dans les plaies, dans les traumatismes qui avaient meurtri cette société, c'est-à-dire dans les traumatismes de la décennie noire, et comme de vrais sadiques, pour paralyser toute action, pour que les gens se castrent eux-mêmes, qu'ils s'autocastrent de peur de réouvrir la boîte de Pandore des violences. Et ils ont donc un peu, dans les mentalités, réussi quasiment à instaurer une immobilité et un calme
celui des cimetières. Mais on va se rendre compte qu'en fait, ce calme, c'était celui de l'œil du cyclone. Et le 22 février, il y a eu 2 miracles. Il y a eu 2 miracles. Le premier miracle, c'est celui du peuple qui se soulève alors qu'on le croyait paralysé dans sa peur et dans une culture de la désespérance que n'a pas arrêté d'inoculer un pouvoir pour le stériliser. Le deuxième miracle, c'est que c'est comme si c'était un autre peuple qui se levait. On s'est retrouvé avec quasiment, je le dis sans aucun mépris, on s'est retrouvé quasiment comme avec un autre peuple. Un peuple super politisé, un peuple débarrassé de sa peur. Il n'a pas seulement chassé ses peurs et ses traumatismes, il en a fait quelque chose d'autre. Alors, il ne s'est pas seulement débarrassé de la peur, de la violence, il a quasiment dévitalisé cette violence. Il a cassé ses mécanismes, il a cassé les sortilèges de la peur et il en est sorti avec une autre culture, la culture du pacifisme. Et la culture du pacifisme, ça n'est pas seulement celle qui est déclamée, qui est criée face à la répression, etc. La culture du pacifisme, elle est dans le comportement du quotidien. J'ai fait plusieurs manifestations de Hirak en Algérie et j'ai été surpris. Je m'excuse là aussi, je le dis sans mépris. Ces mêmes jeunes qui peuvent être violents, qui peuvent être machistes, qui peuvent être harceleurs, etc., l'immense respect des femmes, l'immense respect des personnes, l'auto-organisation, etc. Et ça, c'est un miracle encore plus grand que celui du peuple qui s'est levé. Et donc, si je peux dire, ils ont contraint le pouvoir à ne plus jouer sur son terrain et à le faire venir jouer sur leur terrain à eux. Et effectivement, ils ont dérouté le régime. Et le régime, ils veulent en tirer gloire, hein, de dire regardez ce qui se passe en France avec les gilets jaunes, etc., etc. Nous, il n'y a pas une goutte de sang, etc. D'abord, c'est un pacifisme qui déroute et qui est surtout déterminé. Et en fait, ils ont essayé de réprimer. Ils ont essayé de réprimer, mais chaque fois, la force du mouvement est débordée. Et ils avaient 2 alternatives. Soit une répression violente, mais qui ferait tout déraper, sachant que le pouvoir lui-même ne maîtrise pas tout le pouvoir, et encore moins la rue et l'Algérie. Et donc, c'est ça qui les retient, en fait, d'aller réprimer encore plus. Et ils ont fait une répression chirurgicale, je dirais, c'est-à-dire, en fait, en ciblant les têtes dont ils pensent que ce sont elles qui sont en train de mener. Eh bien, ça n'a rien fait. Et c'est vrai qu'il y a 10 mois de détermination. Je ne vous cache pas, personnellement, que chaque vendredi, tous les matins, j'ai mal au ventre. Et chaque fin d'après-midi, je suis soulagé parce que pour moi, c'est un miracle qui n'arrête pas de se renouveler. Je suis loin et j'avoue, devant ceux qui... J'en suis fatigué. Pas fatigué parce que j'en ai marre, fatigué de la tension, la peur que moi-même, je ne puisse pas toujours être dans la tension, dans la mobilisation. Et le miracle n'arrête pas de se reproduire. Et c'est en ce sens que c'est miraculeux. Le deuxième miracle le plus important, c'est que la société s'est débarrassée de la violence qu'il y avait en son sein. Non seulement ces comportements beaucoup plus civiques, où les gens se découvrent civiques, et il faut rappeler une chose, les révolutions, tous les changements, elles ont transfiguré les voyous. En France, Gavroche, en Algérie, Ali Lapointe, etc. Et on peut poser la question, je m'excuse de faire peut-être un grand écart, tous ces gens-là qui optent pour des radicalismes islamistes, etc., est-ce qu'il ne manque pas justement ce quelque chose de plus grand qu'eux, qui les fait encore plus grands et qui leur manque? Et c'est ça ce qui m'a étonné, donc c'est cette transfiguration, et en même temps, plus profondément, la société a déminé la violence qu'on a semée en elle, la division d'abord arabe-berbère, vous avez vu, c'est magnifique. Je crois que le pouvoir algérien
a fait pour la cause démocratique et la cause berbère ce que les militants n'ont pas réussi à faire pendant 3 décennies. C'est-à-dire qu'il a montré à quel point que c'est un venin, un poison que le pouvoir distille, manipule, etc. Et aussi cette vieille querelle islamiste, laïque, etc. etc. Quand, si je le dis, je ne renie pas mes convictions laïques, mais moi-même, j'ai été surpris comment des jeunes, ici à Marseille, ou mes propres enfants, j'étais ringard devant eux, parce que j'étais encore braqué sur mes hantises, etc., etc. Et ces jeunes sont en train de construire une notion de vivre ensemble qui dépasse nos vieilles querelles. En ce sens, je me sens pleinement engagé, H24, et y compris au lit, mais il faut reconnaître aussi une chose, ce mouvement n'est pas le nôtre. Ce mouvement a été fait par d'autres semblables qui nous ressemblent et qui sont bien meilleurs, et il faut les respecter. Ce qui est vrai pour le pouvoir, il est vrai aussi pour tous ces militants, etc. Et c'est pour ça que moi, je ne m'inquiète pas de cette absence de structuration du mouvement. Il y a des gens qui font presque injonction à ce mouvement de se structurer les politiques. Non, il y a eu une grande désertification. Il y a même, si je peux dire, une sorte d'intelligence politique et sociale à ne pas s'être structurée dès le départ, parce que le pouvoir a une grande ingénierie, à savoir décrédibiliser, diviser, opposer. Ils ont inventé la notion du coup d'État scientifique au sein de leur propre parti, le FLN. Hein. Comment, en fait, on crée, et je crois que, effectivement, cela... Bon, je voulais dire un peu ce quelque chose qui, je m'excuse, était presque personnel, mais dire comment moi, je perçois ce Hirak, et si je devais avoir à le transmettre, comment je le transmettrais. Alors, je vais parler brièvement maintenant de l'actualité, on nous a amenés pour ça. Alors, ces élections, cette désignation, comme le disait Amel, en fait, il montre encore une fois que la société bouge, mais que le pouvoir ne bouge pas. Le déroulement donc de cette élection du jeudi, il montre que le régime continue à utiliser les mêmes vieilles recettes à laquelle personne n'accorde de crédit, et alors que l'Algérie, la société, a déjà profondément changé. Au début, j'ai été très surpris, et pour moi, ce slogan se confirme toujours, qui disait les jeunes vous connaissent beaucoup mieux que vous ne les connaissez. Et on sent cette rupture entre un pouvoir qui est complètement out et une jeunesse qui non seulement est en rupture avec lui, mais qui le connaît très bien, qui l'a très bien décodé. C'est pour ça qu'elle a opté pour le pacifisme. C'est pour ça qu'elle a su déjouer toutes ces tentatives de division, etc. Alors, dire une chose, le bourrage, il a été manifeste. Déjà, dans l'histoire de l'Algérie, il y a une certitude que jamais élection n'a été honnête. D'ailleurs, en réglant leurs comptes maintenant et en cherchant à se construire une nouvelle crédibilité, ils disent oui, c'est vrai, ils ont fait du bourrage, etc. Ben, ils attaquent des personnes parce qu'elles ont... il y a parmi les gens qui sont en prison et dans le truc de justice, ils disent que vous avez réuni 6 millions de signatures pour l'ancien président qui étaient fictives. Et vous savez qui a réuni ces signatures? Je vous le donne en 1000. Eh ben, le Premier ministre actuel, ancien ministre de l'Intérieur, qui a fraudé toutes les élections et qui était chargé d'organiser cette élection-là. Et d'ailleurs... on peut donner une petite... Amel parlait de toutes les manœuvres qu'il y a eu ici. Malgré cela, vous savez, le taux de participation des immigrés, il était de 8%. Pourquoi? Parce qu'il y avait une surveillance. Ils ont gonflé, ils ont dû doubler, on parle de 3% ou autre, mais alors, pourquoi je vous dis ça 8%? C'est qu'habituellement, on annonçait pour l'immigration, dernier truc, 50% de participation.
Et on annonçait en Algérie 50% de participation. Comment dans l'immigration, ça descend de 50 à 8%, et qu'en Algérie, ça descend de 50 à 41%. Donc c'est pour dire à quel point... mais en réalité, là n'est plus la question. Le scrutin a été massivement rejeté. Et les gens sont désormais au-delà du test de sincérité du pouvoir. C'est une question qu'on ne se pose plus. La sincérité du pouvoir, la sincérité des scrutins, c'est une question vraiment dépassée en Algérie, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de vote, qu'il n'y a pas de scrutin. Et en fait, la fable de l'élection présidentielle, elle est seulement nécessaire pour protéger l'armée. Le délitement du pouvoir formel a découvert à nu le pouvoir réel, l'armée. C'est-à-dire que pour une fois, le mouvement populaire a réussi à mettre le roi nu. Pour rappeler la fameuse fable, le roi est nu, et c'est pas parce qu'on va parler du royaume que je parle de roi, mais en fait, on est arrivé donc à cette situation-là. Jamais l'armée n'avait été mise autant en avant, jamais elle ne s'est exposée autant. Et d'ailleurs, l'omniprésence du général Gaïd Salah, c'était justement un signe de malaise. C'est-à-dire un signe d'absence de contrôle de la situation, mais probablement au sein même de l'armée, qui n'a jamais été finalement à découvert. Alors, la mobilisation pour la campagne, elle était extrêmement limitée. Les candidats ont très peu réussi à faire des meetings, encadrés par la police, entrés en montrant patte blanche, etc. Les réseaux, les gens qu'on ramène de la campagne, etc. Et quand il a fallu faire des contre-manifestations en soutien à Gaïd Salah, il y a eu quelques centaines de personnes. Alors, c'est d'autant plus important que ça se passe dans un pays qui est très clientélisé. C'est-à-dire que le système politique, la distribution de la rente, etc., fait qu'il y a cette clientélisation qui va jusque dans les profondeurs de la société. Je ne sais pas s'il faut faire le parallèle avec le Marzen ou autre. C'est-à-dire que malgré tous ces réseaux clientélaires, ces marches n'ont réussi à mobiliser que quelques centaines. Et donc, c'est vraiment le signe d'un échec profond pour le pouvoir actuel. Et donc, la légitimité, elle est désormais du côté du Hirak. Et la légitimité électorale, elle tourne à vide. Et en fait, de toute façon, en Algérie, la question de la légitimité politique, elle a toujours été déconnectée de la légitimité électorale. On est d'abord adoubé politiquement avant peut-être de passer formellement par les urnes, et encore que l'État profond, etc., n'en a pas besoin. Le passage par les urnes, c'est à la fois une sorte de légitimation formelle, c'est aussi une façon de régler les rapports de force à l'intérieur du pouvoir et de redistribuer de la rente, notamment dans les basses échelles. Il y a effectivement de la compétition dans les mairies, dans les trucs, mais organisée, instrumentalisée toujours par le pouvoir pour redistribuer. Et puis, comme dans le système tribal, comme dans la Assabiya, on regarde un arbitre et c'est celui qui va gagner qu'on va intégrer dans le système aux dépens de l'autre. Et donc, en fait, ce qui importe à l'armée, ce qu'elle veut surtout, c'est ne pas avoir à discuter avec des civils, et surtout des civils contestataires. Et être acculée à assumer son rôle de décideur, alors qu'elle cherche justement, c'est la grande stratégie depuis 1962, c'est de camoufler son rôle de décideur derrière des paravents civils. Et en fait, ce que cherche à faire l'armée, c'est à virtualiser la vie politique algérienne. On désigne, on fait des pourcentages. On a mis le deuxième candidat, alors que tout le monde dit que c'était Bouflis, le deuxième candidat était un islamiste. C'est à la fois pour dire, oui, regardez, la part islamiste de l'Algérie s'est exprimée, mais c'est pour dire, attention, là, après celui-là, vous auriez eu un islamiste. Toujours et en fait, on dose
on a toujours mis un dosage, c'est-à-dire virtuellement. Alors, je ne vais pas rentrer dans des polémiques ou par exemple, dénigrer le passé militant d'une femme qui est en prison, mais même ils ont tiré profit d'avoir... Les Français n'ont pas de trotskistes au Parlement, nous avons des trotskistes au Parlement, etc. Et en fait, tout était une vraie construction de laboratoire, et les pourcentages qui ont été donnés, c'est cela. Alors, maintenant, il va y avoir probablement des consultations, entre guillemets. Il y aura des mains tendues, et sûrement une conférence nationale. On le sentait. Mais ça, c'est la vieille pratique. Hein, le régime est rompu à cet exercice et il n'a pas de problème avec cet exercice. Je ne sais combien de conférences nationales on a eues. Ils peuvent même aller jusqu'à pervertir une revendication du Hirak et à instaurer, je dis ça comme ça, je n'ai aucune, à instaurer une sorte de conseil consultatif. Pourquoi pas? L'essentiel est de phagocyter, de virtualiser toute vie politique, de l'instrumentaliser, et y compris en lui donnant toutes les caractéristiques, si je peux dire, d'une viabilité. Alors, pour ne pas aller très loin, parce que de toute façon, moi non plus, je ne vais pas jouer à Madame Soleil, mais c'est juste pour dire ce qui pourrait évidemment se passer. Alors, il y a plusieurs options. Ne pas exclure un renforcement autoritaire, une répression très sévère. On l'a montré à Oran. Oran, et on le voit sur ceux qui peuvent voir les trucs Facebook, une répression comme jamais. Non seulement les 400 arrestations, mais on a tabassé à mort. Ils ne peuvent pas le faire encore à Alger. Peut-être l'objectif est de diaboliser Alger et la Kabylie, et de taper fort ailleurs, empêcher qu'il y ait des manifestations ailleurs, les réduire à Alger. Mais même à Alger, le jeudi, ils ont commencé à tabasser. C'est la force du mouvement et par le pacifisme qui les a un peu désarmés. Mais de toute façon, même s'ils ne font pas la répression, il y aura un émiettement progressif du régime. Parce que le système va inévitablement se heurter à ces contradictions. Par exemple, la lutte contre la corruption, qui est mise en avant par le pouvoir, elle ne pourra véritablement être conduite jusqu'au bout parce que les réseaux de corruption sont très imbriqués en Algérie. Le nouveau président, il a son fils en prison pour des affaires de cocaïne. Je me demande d'ailleurs, quand on a rappelé cela, si c'était pas... Alors, c'était probablement pour donner le truc, ah oui, il y a de la compétition, les décideurs veulent le casser, il y aura un autre, et la presse indépendante, entre guillemets, qui est celle du pouvoir, qui disait, pour la première fois en Algérie, on ne sait pas qui va être le président, etc. Mais en fait ça, mais c'est aussi pour lui rappeler ses limites. Tous ont des limites. Tous ont des casseroles, etc. Et c'est pour dire qu'en fait, quelque part, cette manœuvre connaîtra ses propres limites. D'ailleurs, ce qui est arrivé, non seulement le 22 février, mais ailleurs, c'était... en fait, lorsque l'affaire de la cocaïne a éclaté en Algérie, eh ben, les différents clans se sont mis à taper les uns sur les autres parce qu'ils étaient tous pourris et chacun pouvait mettre... Et ça a été la course à qui mettra le plus de gens en prison du clan de l'autre. Et c'est là que je me dis, j'avais parlé de ce qu'il y avait d'enfui dans le mouvement populaire et qui a ressurgi brusquement, mais comme le disait le fameux Trotsky, je n'en suis pas, hein, la révolution, c'est quand les gens d'en bas ne veulent plus et quand les gens d'en haut ne peuvent plus. Et on est vraiment dans le schéma de les gens d'en haut ne peuvent plus. D'ailleurs, le pouvoir, Gaïed Salah, a été obligé de liquider. Il nous a rendu un immense service, mais pour sauver sa peau. En fait, tous les gens qu'il a mis en prison, pourquoi? Mais c'est parce que c'est des gens qui devaient le dégommer. Et ils devaient le dégommer, pourquoi? Non seulement parce qu'ils étaient dans la concurrence, chacun voulait profiter de ce 22 février. Parce que chacun était aux aguets avant le 22 février et à attendre la mort de ce président pour vite s'accaparer
du pouvoir. Et j'ouvre une petite parenthèse en espérant ne pas vous perdre. Le Tebboune actuel, qui a été éphémère vice-ministre pendant 3 mois, ça n'est pas parce qu'il s'est attaqué à la corruption. C'est qu'en fait, Gayed Saleh l'a mis comme un pion en attente d'une mort et dans une sorte de rampe de lancement pour l'après-Bouteflika, ce que l'autre clan n'a jamais accepté. Et en fait, c'est pour montrer qu'il est entièrement membre de ce clan mafieux. Et donc je disais, ils sont en train de se désintégrer eux-mêmes. Et Gayed Saleh, c'est parce qu'il devait être dégommé que, il a mis en tôle tous les gens qui ont cherché à le dégommer, et il est dans la mentalité de ce pouvoir qui ne connaît pas la société, pour qui la politique est virtuelle et elle se limite aux luttes de clans les uns contre les autres. Et il est hanté par le fantôme du général Tawfiq. Tous les vendredis, enfin tous les mardis ou mercredis, quand il parle de sa caserne, il parle toujours de cette bande des anciens du général Tawfiq. Je le comprends. Quand on a été tout le temps dans cette atmosphère-là à se taper dessus truc, on est traumatisé à mort, on est habité par les luttes fratricides, et qu'on ne peut pas comprendre que la société évolue, que la société peut être autonome, que la société peut contester le pouvoir et qu'elle n'est pas manipulable, et que la scène politique n'est pas un théâtre d'ombre chinoise, mais que c'est la réalité des problèmes sociaux, etc. Et je terminerai par une chose, je dirais que cette rigidité du pouvoir, elle est en train de rendre un grand service au Hirak, elle est en train de le pousser à une grande autonomisation. Il n'y a pas d'illusion. Il faut l'autonomie, et je crois que ce qui est magnifique, c'est cette émergence de militants et ce Hirak qui fonctionne comme une grande école de formation politique. Alors, ça laisse sceptique tous ces gens-là qui se sont formés dans les associations, dans les partis. Ils n'arrivent pas à croire qu'on peut être... Eh bien oui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que l'action est en général extrêmement formatrice, et surtout on est dans le contexte d'échange d'idées, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le pouvoir qui est un peu déconnecté, il y a aussi les gens qui ont eu leur parcours militant, associatif, qui n'arrivent pas à comprendre. Eh bien, il y a des gens qui sont émergés. Souvent, dans les débris des vieux partis, etc., ils ont été militants, ils ont été trucs, et je pense que c'est ça qui est merveilleux, et qu'il faut donner du temps au temps, et c'est pour ça que je ne vais pas prendre plus de temps. Merci Amal, merci Ali de cet éclairage sur le Hirak d'Algérie, qui peut être pour nous qu'un souffle pour consolider déjà la démocratie, la révolution qui réussit plus ou moins en Tunisie, et qui donnera un souffle au Maroc parce que ça bouge, et ça arrivera quand les peuples se lèvent, et ils se lèvent pour de bonnes raisons, et ils en ont marre de ces régimes qui ont abusé de tout, avec les emprisonnements, avec la répression, avec les censures, mais ils n'arriveront pas à arrêter la rue. Je dois me présenter. Comme l'indiquait Senassar, j'étais dans une autre vie journaliste, et pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé un journal qui s'appelait le Journal hebdomadaire, qui était un hebdomadaire, comme son nom l'indique, et qui avait un pendant arabophone qui s'appelait Sahif al-Usbouïya au Maroc. Et donc c'est un journal qui a vécu de 97 à 2010, année de sa fermeture. Moi-même, j'ai été forcé à quitter le pays pour des raisons juridico-économiques en 2007, et depuis je gagne ma vie d'abord j'ai gagné ma vie d'abord en étant consultant, et maintenant en étant enseignant, et je travaille à Aix-en-Provence, où je m'occupe des programmes de relations internationales et des affaires dans un institut américain qui est donc à Aix-en-Provence.
Avant de parler du Maroc, je pense qu'il est important pour parler du Maroc de commencer par parler de l'Algérie et même de la Tunisie. Alors je commence par la Tunisie pour dire que ce qui me frappe, c'est justement à cause des problèmes économiques que connaît la Tunisie, la résilience de l'attachement au processus démocratique dans ce pays est remarquable. L'une des premières questions qu'on se pose lorsqu'un pays entame pour la première fois dans son histoire récente un processus démocratique, c'est quel est le niveau d'attachement de la société et de la population aux mécanismes démocratiques. Et donc le test généralement arrive de deux façons. Soit il y a le désordre, il y a l'anarchie et donc il y a une demande d'état fort, ce qui permet aux élites autoritaires de reprendre les rênes du pouvoir, soit il y a un déclin économique tel que les gens finissent par regretter le temps d'avant. Or, on remarque qu'en Tunisie, malgré les problèmes économiques qui existent, la population tunisienne, tout en étant mécontente de sa classe politique, est toujours très attachée au processus démocratique, ne veut absolument pas revenir à l'époque hantée, c'est-à-dire à l'avant 2011. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que le processus démocratique fonctionne. Les élections sont organisées en temps et en heure, elles sont transparentes, etc. Et il y a là une très grande leçon pour la région en règle générale. L'Algérie aussi est probablement, ce qui se passe en Algérie est probablement un tournant pour plus que l'Algérie, pour les autres pays, pour, je dirais, trois raisons majeures. La première, c'est que, d'abord, il faut se rappeler d'une chose. C'est qu'il y a eu des élections qu'on peut appeler démocratiques, qu'il y a eu une ouverture politique en Algérie au début des années 90. Il ne faut pas oublier qu'en 1988, il y a eu une réforme constitutionnelle qui a donc introduit le multipartisme, alors qu'avant la Constitution prévoyait que le règne du parti unique, qu'il y a eu une expérience intéressante à ce moment-là, qui a été, comme on le sait, avortée. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que avorter cette expérience-là était absolument nécessaire ou pas, mais en tous les cas, les Algériens sont passés, dans un passé récent, par une phase donc d'ouverture et donc j'allais dire, d'autodétermination politique. Pourquoi l'Algérie aujourd'hui est importante pour nous? Parce qu'en réalité, ce mouvement d'ouverture, ce proto-printemps arabe ou printemps des peuples, qui a vu le jour à la fin des années 80 et qui a duré pour plusieurs pays de la région de la fin des années 80 au début des années 90, a justement été freiné à cause de ce qui s'est passé en Algérie. Puisque lorsque l'Algérie est rentrée dans ces années horribles de guerre civile, cela est devenu un argument majeur des autoritarismes dans la région pour dire voilà ce qui se passe lorsqu'on démocratise. On se retrouve avec des fous furieux islamistes, le désordre, etc. etc. D'ailleurs, la Tunisie, il ne faut jamais oublier que Ben Ali, à la fin des années 80, a présidé avec le soutien de beaucoup de démocrates en Tunisie, parce que pour eux c'était l'alternative à Bourguiba et qu'il y avait une certaine ouverture. Il ne faut pas oublier qu'un homme comme Mohamed Shafi était ministre de l'éducation de Ben Ali. Il ne faut pas oublier que Nahda, qui était persécuté du temps de Bourguiba au point que Renouchi avait été condamné à mort, a connu des jours meilleurs à la fin des années 80. Ça s'est complètement retourné dans les années 90 lorsque Ben Ali et donc ces élites ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer justement de l'anarchie et des horreurs qui se passaient en Algérie à cause de cette guerre civile. Et que donc le fait que ça se passe en Algérie aujourd'hui, la dimension pacifique, la dimension extrêmement civilisée de ces manifestations, comme l'a très bien indiqué Seheli, et ça a beaucoup d'importance. Ces jeunes qu'on considérait comme étant des voyous, des hétistes, etc., se comportent de façon extrêmement civilisée, extrêmement civile vis-à-vis de la gente féminine. Il n'y a pas eu d'agression, il n'y a pas eu de viol, etc., etc., est un message très fort, justement, que ce pays-là a dépassé, a guéri ou est en train de guérir ces blessures-là, que l'hystérisation de l'islamisme politique est en train d'être dépassée, qu'elle est en train d'être, que ce phénomène-là, qui est un phénomène, somme toute, lorsqu'on analyse, absolument normal, puisqu'il traduit sur le champ politique un conservatisme qui existe dans nos sociétés, il est en train d'être banalisé, comme Nada a été d'une certaine façon banalisé en Tunisie. Il y a des trafics. Pardon? Avec des trafics à l'affaire Anouchi. Il
Oui, enfin bon. Je ne vais pas en règle générale, je ne vais pas rentrer dans... Mais bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'avant 2011, que c'est une démocratie qui est imparfaite. Pardon? Après, d'accord. Bon, toujours est-il, sans parler de modèle, je n'ai jamais dit que c'était exemplaire, mais en tous les cas, je pense, et il y a un certain consensus par rapport à cela, que, aussi imparfaite soit-elle, la démocratie tunisienne n'a rien à voir avec ce qui se passait avant 2011. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cela, avec peut-être des opinions divergentes sur les performances politiques des uns et des autres. Mais toujours est-il que ce qui est important par rapport à l'Algérie, d'une certaine façon en Tunisie, mais surtout l'Algérie, c'est que cette espèce d'idée qu'une démocratisation dans nos sociétés ne peut qu'amener une extrémisation islamiste qui va se traduire soit, si les islamistes restent au pouvoir, par une atteinte inacceptable des libertés individuelles, soit nous devons accepter des régimes militaro-autoritaristes pour préserver nos libertés sociétales. Cette espèce de choix cornélien est en train d'être dépassé, je pense, et l'Algérie, c'est ce qu'elle est en train de nous enseigner. L'autre enseignement important de l'Algérie, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après 2011, je ne parle pas du début des années 90, mais je parle de l'après 2011, qu'il y a eu un début de commencement de demande de changement en Algérie, qui, oui, a été réprimé d'une certaine façon, mais surtout qui a été étouffé par, tout simplement, en noyant le peuple dans l'argent. C'est-à-dire que, enfin, j'ai oublié le nom de ces programmes pour jeunes qui recevaient 100 000 euros par Amsaj, etc. Donc il y a eu une sorte de corruption massive on a jeté de l'argent parce qu'il y avait la rente pétrolière. Et cette rente pétrolière-là, aujourd'hui, on voit qu'elle n'est plus suffisante. Encore une fois, on est retombé. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé un peu à la fin des années 80. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle on a eu ce proto-printemps arabe à la fin des années 80 et des années 90. Il y a deux phénomènes conjoints. Un, la fin de la guerre froide, donc l'incapacité nouvelle de ces régimes de tirer profit de leur alliance, soit avec les États-Unis, soit avec l'Occident, soit avec l'Union soviétique, ce qui les a affaiblis d'un point de vue stratégique, et surtout leur défaite leur défaite économique, c'est-à-dire que ces régimes se vendent toujours comme étant des régimes qui ont une gestion qui est plus optimale que des régimes démocratiques, et il l'explique par le fait que nos populations sont illettrées, analphabètes, etc. Si on leur permet donc de choisir leurs propres dirigeants, ils vont choisir des gens qui n'auront pas les capacités intellectuelles pour gérer la complexité économique. Donc il vaut mieux avoir un régime autoritaire qui, lui, aura la capacité donc d'attirer ses compétences économiques autocratiques. Franco a terminé comme ça d'ailleurs, tous les régimes, Pinochet, ça a été ça un peu sa proposition, ces élites-là, elles, seraient capables donc de gérer l'économie de façon plus optimale, et à la clé, s'il n'y a pas de croissance, il y a une rente à redistribuer. Ces régimes ont failli sur ce plan-là. Elles avaient failli à la fin des années 80. Leur faillite aujourd'hui est encore plus apparente, ou elle réapparaît de façon plus importante. Et l'autre raison pour laquelle il y a un enseignement en Algérie qui est important, c'est que même si, évidemment, cette espèce, elle est aussi là aussi avait raison en disant que les Marocains ont une vision de l'Algérie comme étant une espèce de caserne, il n'en demeure pas moins que cette vision est fausse, parce qu'on peut aussi considérer que le roi est le patron des armées aussi. Donc, de ce point de vue-là, le Maroc aussi est une caserne. Puisqu'il contrôle, entre guillemets, le monopole de la violence légitime, et que tous les services de sécurité, tous ceux qui ont, entre guillemets, la violence légitime, sont directement liés à la monarchie. Mais, toujours est-il que, justement, ce qui s'est passé dans les années 90, où il y a eu de l'hyperviolence de tous les côtés, faisait que se soulever contre cette armée-là en particulier était très signifiant. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie, et c'est une image qui est très forte. Descendre dans la rue en Algérie, potentiellement recouvrer un coût plus élevé que descendre dans la rue peut-être dans une autre ville avant. Or, les Algériens sont descendus dans la rue, en maintenant leur calme, en étant pacifiques, avec des slogans civilisés, etc., etc. Donc, je pense que ce qui s'est passé en Algérie aujourd'hui est un tournant, et il arrive à un moment où la situation au Maroc est assez complexe, mais intéressante et
Et j'allais dire, aujourd'hui, elle contient des potentialités qui peuvent être et négatives et positives, mais aussi positives. À savoir que, et cela aussi a été indiqué avant, le mot hirak, je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais la première fois que je l'ai entendu, c'était au Maroc. Donc c'est une invention marocaine. Il est important de se rappeler d'une chose, c'est que même avant 2011, le Maroc a cette spécificité, peut-être avec la Jordanie, que le retournement autoritaire des années 90 ne s'est pas fait de façon aussi extrême que dans les autres pays. Hassan II, qui a commencé à libéraliser politiquement sans démocratiser, a continué à le faire dans les années 90. L'alternance, ce qu'on appelait l'alternance consensuelle, qui est une contradiction dans les termes d'ailleurs, s'est faite en 97-98. Le mouvement, entre guillemets, je le sais pour la simple raison que c'est la raison majeure pour laquelle j'ai décidé de fonder un journal, qui a été fondé en 97, pas avec l'arrivée de Mohamed VI, mais avant. J'ai été directeur de publication de mon journal pendant 2 ans sous Hassan II. Donc je pense que je peux témoigner de cela et je peux vous dire que, et c'est mon expérience personnelle qui me le dit, nous avons été capables de parler aux frères, nous avons l'ONA, les affaires, la confusion des affaires de la monarchie, ça date du temps de Hassan II. Nous en avons parlé du temps de Hassan II, nous avons milité pour le retour d'Abraham Serfati, nous avons milité pour la libération d'Ahmed Yassine, patron qui était le mourid de l'Adoul Ihsan, les islamistes. Donc on est allé vers pratiquement tous les tabous, y compris, je parle aux frères parce que ceux d'entre vous qui connaissent bien le Maroc savent très bien que c'était une espèce d'ultime ligne rouge, puisque Hassan II avait dit d'ailleurs, je pense que c'était dans une émission française, il avait parlé de son jardin, c'est-à-dire que parler d'Ofka, c'était parler de sa vie privée. Et le journal en avait parlé sans subir les foudres du Mkhzen. Donc le Maroc n'était pas démocratique, mais il y avait une pulsion d'ouverture politique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à l'Algérie où il y a eu un retour en arrière, contrairement à la Tunisie où il y a eu un retour en arrière, au Maroc, cette ouverture a persisté et en fait a été ralentie par l'arrivée de Mohamed VI, contrairement à ce que les gens pensent. Véritablement, le ralentissement s'est fait à partir, les interdictions de journaux, etc., se sont faites à partir de l'arrivée de Mohamed VI. Et donc, en termes de mouvements sociaux, en termes de contestation, nous avons eu une espèce de contestation, j'allais dire, à énergie basse qui a toujours existé. Et d'ailleurs, avant ce qu'on appelle, encore une fois, le printemps arabe ou le printemps des peuples, il y avait un phénomène qui a été très largement étudié au Maroc, qui s'appelle le phénomène des coordinations, absolument. Et donc, il y a eu une espèce de vague de protestation localisée par rapport à la cherté de la vie. Donc des populations, parfois dans des villages reculés, qui s'organisaient, qui manifestaient, qui imprimaient des banderoles, etc., en contestant le prix de l'eau, le prix de l'essence, etc., etc. Et donc il y a eu cette espèce de formation, j'allais dire, cette espèce de processus éducatif qui, à mon avis, est arrivé à son apogée avec le mouvement du 20 février. Et il ne faut pas oublier une chose aussi très importante, et je suis très content de voir ce qui se passe en Algérie, ça me rappelle aussi ce qui s'est passé avec le 20 février. Je sais qu'il y a des Casablancais dans la salle. Si j'avais dit à ces Casablancais qu'il y aurait une manifestation de dizaines de milliers de personnes à Derb el-Fida ou à Derb Sbnioul, etc., ils allaient tout de suite me dire ça va être la catastrophe, ça va casser les voitures, ça va, etc., etc. Or, l'un des enseignements majeurs du mouvement du 20 février, donc c'est le mouvement, entre guillemets, printemps des peuples marocains, et c'est qu'il était aussi extrêmement pacifique et extrêmement coordonné. Ce qu'il faut aussi rappeler aujourd'hui, c'est que ces mouvements-là, qui n'étaient pas dirigés par des partis politiques, parce que même ceux qui prétendaient, enfin qui prétendaient pas, qui soutenaient le mouvement, généralement une partie des islamistes, l'Adl Ihsan, et puis la gauche, une partie de la gauche, et l'extrême gauche, eux-mêmes étaient menés par leur propre jeunesse. C'est un mouvement que j'ai suivi. Je peux vous dire que les coordinations sur le terrain, c'est-à-dire ils organisaient des comités pour décider des slogans. Les gens n'avaient pas le droit, ils devaient se mettre d'accord sur quel slogan utiliser. Ces comités-là étaient composés de gens de l'Adl Ihsan, des gens de Neige démocratique et d'extrême droite, d'extrême gauche. Quel lapsus. Et donc de la gauche aussi. Donc, ce mouvement a été finalement étouffé dans l'œuf pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, sinon ça nous prendrait la soirée. Mais
l'une des raisons majeures pour lesquelles il a été étouffé dans l'œuf, c'est que alors qu'il était encore en train de mûrir, le chaos a pris place dans beaucoup des autres pays. Et donc l'équation au Maroc était devenue non plus le 20 février qui réussit et donc vous avez une démocratie apaisée, mais l'alternative devient est-ce que vous voulez changer ce qu'on a aujourd'hui pour nous retrouver dans le cas syrien ou le cas égyptien ou le cas même à un moment tunisien. Je me rappelle moi des dirigeants marocains qui parlaient est-ce que vous voulez qu'on devienne la Tunisie? Je me rappelle de ministres marocains qui disaient cela, ou pire le Yémen, la Syrie, etc. Et donc, le calcul politique a quelque peu changé. C'est-à-dire les gens qui étaient un peu, et ce sont eux finalement, les changements majeurs ne se font évidemment que s'il y a une avant-garde qui les mène, mais aussi que s'il y a un ralliement d'une grande partie de la population. Et donc c'est cette partie de la population qui était mécontente de la performance de la monarchie, qui était mécontente de l'autoritarisme, mais qui en même temps avait peur d'une alternative chaotique et anarchique, à ce moment-là, a probablement, par son silence, basculé dans une espèce de conservatisme. Ce cas d'ailleurs dont a profité quelqu'un comme Ibn Kiren, qui a offert le PJD à la monarchie, parce que les dirigeants du PJD et les bases du PJD étaient en faveur du mouvement du 20 février. Il ne faut pas oublier que l'actuel Premier ministre du Maroc, le Othmani, avait signé en 2011 une pétition demandant la monarchie parlementaire. L'actuel Premier ministre du Maroc, l'actuel ministre, l'un des ministres emblématiques du PJD qui est Ahmed, qui est actuellement ministre, je pense, des droits de l'homme, si je me trompe, enfin il y a eu des changements, lui-même avait signé cette pétition demandant la monarchie parlementaire, qui était considérée comme la demande la plus subversive vis-à-vis de la monarchie à l'époque, et qui était une des demandes majeures du mouvement du 20 février. Et Ibn Kiren, qui a donc joué le jeu de la monarchie, a donc ramené le PJD vers le clan pro-monarchique, ce qui a permis de crédibiliser la constitution de 2011 et crédibiliser le processus qui viendra après avec des élections, etc. Et là aussi, je pense que c'est une évolution qui est très intéressante, parce que je ne sais pas si, au fond, il ne faut pas remercier Ibn Kiren. Parce que ce que ça a fait, c'est que ça a banalisé l'islamisme légèrement. Je dois faire attention parce que je ne considère pas que le PJD est un parti mkhzanien, donc c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un parti qui est traversé de plusieurs courants, dans un courant mkhzanien. Cette compromission du PJD, à mon avis, est intéressante parce que, justement, elle a permis à la classe politique marocaine et aux citoyens marocains de voir que se réclamer islamiste ne veut pas nécessairement dire au Maroc être anti-mkhzanien, être pour la démocratie, etc. Parce que certains, pas tout le monde, le pensaient. Avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, je voudrais parler de phénomènes profonds dans nos sociétés dont on ne parle pas souvent, qui me rendent, pour certaines raisons, optimiste et pour d'autres pessimiste. Les raisons de l'optimisme. Vous savez, il y a une donnée dans n'importe quelle société qui est très indicative de la modernisation de la société. Cette donnée, c'est le taux de fertilité. D'accord ? Le taux de fertilité des femmes, donc. Ce qui s'est passé dans nos pays, d'ailleurs, et le grand spécialiste qui en a parlé en premier, qui a même fini par écrire un livre, c'est quelqu'un dont probablement que quelqu'un vous connaissez, Emmanuel Todd. D'accord ? Donc Emmanuel Todd et Youssef Courbage ont d'ailleurs sorti un petit livre sur cette évolution, démographique. Emmanuel Todd, dans la célébrité est basée d'abord sur le fait qu'il a été considéré comme l'un de ceux qui ont en fait réussi à prédire la chute de l'Union soviétique en analysant justement ces taux de fertilité, les compositions des familles, etc. dans les années 70. Et la révolution tunisienne, dans son bouquin, il ne la disait pas directement, mais il l'a quasiment prévu. Absolument, absolument. Et nous, le journal avait publié une étude confidentielle qui avait été commissionnée par le ministère de l'Intérieur marocain, dont l'auteur était Emmanuel Todd, et cette étude disait la société marocaine est moderne. Et en creux, les institutions politiques ne sont plus à la hauteur de la société marocaine. Alors très rapidement, pourquoi le taux de fertilité est un indicateur de modernité ? Parce qu'un taux de fertilité qui décline veut dire des femmes qui peuvent faire autre chose que d'élever des enfants. Ça veut dire des femmes que quand elles ont des enfants,
Ils sont assez peu nombreux pour leur donner le temps qu'ils méritent et donc les éduquer mieux, les former mieux. Ça veut aussi dire, de façon intéressante, ça veut aussi dire une évolution du rapport entre les hommes et les femmes. Parce que l'une des raisons, d'ailleurs ce n'est pas un phénomène du monde arabe ou du Moyen-Orient, c'est un phénomène humain. Avoir une famille nombreuse était une condition de survie pour les sociétés humaines depuis toujours, parce que les enfants étaient littéralement la sécurité sociale. Donc il n'y avait pas de sécu. Donc il fallait avoir des enfants. Et comme les économies à l'époque, avant bien sûr, étaient beaucoup plus basées sur la force physique, donc il y avait une espèce donc d'avantage aux enfants donc qui étaient enfin pardon, familles nombreuses et surtout les garçons. Aujourd'hui, dire qu'un père accepte d'avoir moins d'enfants, c'est un père qui accepte que la probabilité d'avoir un garçon diminue. On peut le voir de cette façon-là. Un père qui accepte... qui était agricole et qui change, effectivement. Mais aujourd'hui, dans tous les cas de figure, un père qui accepte d'avoir moins d'enfants, c'est un père qui accepte d'avoir la probabilité de ne pas avoir de garçons ou moins de garçons. Et donc, il y a des changements donc, en profondeur qui se passent. Absolument. Donc le patriarcat, effectivement, c'est le mot-clé, c'est patriarcat. Donc ces sociétés patriarcales sont en train de connaître des évolutions majeures. Et aussi, ce que dit Todd, qui est très important, c'est que non seulement ces taux de fertilité sont en train de baisser, ils sont en train de baisser très rapidement dans des laps de temps très courts. Le taux de fertilité au Maroc a baissé en l'espace de 25 ans, de la même façon qu'a baissé le taux de fertilité en France en 160 ans. Donc le temps que le taux de fertilité a pris en France, 160, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choc des valeurs est d'autant plus important. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, vous êtes dans des mondes différents très rapidement. Ce n'est pas une société où le taux de fertilité a baissé. Et c'est pour ça que ce n'est pas pour moi une énorme surprise par exemple, je ne sais pas si quand je suis arrivé, je voyais que vous passiez des vidéoclips des supporters du Raja, qui est un vrai phénomène à étudier, que d'ailleurs certains ont commencé à le faire. Je ne sais pas si vous êtes au courant du dernier tifo. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tifo, c'est le dernier tifo du Raja, qui est incroyable, moi je suis resté absolument sous le choc. Ils ont mis une banderole énorme, mais énorme, avec le mot Room 101. Chambre 101. Vous savez à quoi ils font allusion à Orwell, à 1984, le public du Raja de Casablanca. Et avec une photo énorme d'Andy McDowell, qui était donc acteur d'Orange Mécanique. Nous avons dans nos stades des gens qui parlent de Kubrick et d'Orwell. Alors, je ne suis pas sûr que tous les supporters du Raja, qui est un quartier, qui est un club populaire, c'est l'équivalent. Je ne pense pas qu'il est... Peut-être Marseille. Marseille serait un bon équivalent. Juste pour appuyer ce que tu dis, j'ai discuté à Alger avec les quelques gens fabricants de chansons. Ce sont alors ils sont ni chômeurs, ils sont des super diplômés qui sont des chômeurs officiels mais qui ont des tables de petites entreprises et qui ont une culture extraordinaire. Et si je peux dire, ce sont les paroliers de ces gens-là. Et parce que comme tout le champ était fermé, ce n'est pas des partisans ou des gens d'association, ils ont été investir ce champ-là pour dire leur créativité. C'est pour appuyer ce que... Et effectivement, les 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées chez une journaliste très réputée, ce sont ses amis, Rania Moufok, tout le monde connaît, ce sont ses amis, leur culture, mon Dieu, elle était vraiment impressionnante. À tel point qu'aujourd'hui, on attend les matchs du Raja pour en fait écouter l'éditorial du public du Raja. Parce qu'ils se répondent. Alors, quand ils ont commencé la première fois, la DST a été arrêtée, certains d'entre eux, ça s'est retrouvé dans les champs le dimanche d'après. Vous faites peur à nos mères en venant nous arracher à nos familles, etc. Et c'est devenu un véritable phénomène qui, encore une fois, renforce cette idée que nous sommes face à une société qui évolue très vite. J'ai parlé donc des évolutions des structures sociales. Il y a aussi un autre élément qui est contentieux et qui est toujours très discuté, c'est Internet. On ne peut pas, je veux dire, aujourd'hui nous sommes face à des gens qui ont accès à l'information. Et d'ailleurs, pour rester dans le marxisme, peut-être que Gramsci a été celui qui a peut-être le mieux parlé de cet aspect-là, quand il parle de l'État intégral, c'est-à-dire qu'un État autoritaire, c'est un État qui produit le discours, qui produit le symbole et les valeurs et l'éthique de la société. Nos États ont perdu ce monopole-là. Ils ne l'ont plus. Ils ne sont plus producteurs
de ce symbolisme, de ces idées qui doivent être absolument prégnantes et que l'État lui-même, et donc les élites qui le contrôlent, peuvent contrôler. Donc nous sommes face à des sociétés qui sont en train d'évoluer très rapidement. Et Ali, tu parlais d'élite. J'aimerais juste rappeler que le premier mort du mouvement du 20 février, Khalid Ammar, qui est mort donc en 2011, et qui était donc un des éléments du mouvement du 20 février, tout le monde a dit à Safi, tout le monde avait dit à l'époque que c'était le gardien du port de Safi, ils avaient juste oublié de mentionner qu'il avait une maîtrise en biologie. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont organisé ces mouvements du 20 février à Casablanca, etc., c'est des diplômés. Parce que quelle que soit la médiocrité de nos systèmes éducatifs, vous ne mettez pas quelqu'un dans une université pendant 4 ans et il n'en ressort rien. Il en ressort quelque chose. Ce sont des gens qui sont alphabétisés et lettrés. Et qui ont accès à Internet. Et là, on le voit, tu parlais tout à l'heure, au moment où tu as dit des voyous qui devaient... J'ai pensé à nos rappeurs. Nous avons littéralement des rappeurs qui ont fait de la prison pour droit commun, qui aujourd'hui, encore une fois, écrivent des éditoriaux avec leur rap. Absolument. Donc nous sommes aujourd'hui, et ce qui est très intéressant, c'est que face à cette... Pour caricaturer un peu ce QI de la société qui monte, nous avons un QI qui descend de façon drastique de la part du Mkhzen. Nous sommes dans... Le Mkhzen est en train de se médiocriser. Le Mkhzen, l'État profond marocain, est en train de perdre de sa technicité mkhzenienne. Je ne suis pas en train de parler d'un Mkhzen qui va devenir démocrate. Non, je parle d'un Mkhzen qui... ce que j'entends par médiocre, c'est-à-dire des élites autoritaires qui font qui commettent donc des erreurs qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts d'élite autoritaire. Je vous donne un exemple simple, l'affaire Raissoni. Cette jeune journaliste qui se fait arrêter, lorsque vous réfléchissez 2 secondes, c'est l'une des bêtises les plus incroyables qu'ait pu commettre le Mkhzen. Pourquoi? Parce que Mohamed VI et ses élites se vendent comme étant justement les promoteurs des droits de la femme face à cette peuplade qui élit des islamistes, qui sont contre l'égalité devant l'héritage, etc., etc. Faire en sorte qu'une jeune femme soit arrêtée, qu'on la force à faire un examen gynécologique, qu'on la balance dans une cellule alors qu'elle saignait encore, est d'une bêtise absolue, d'un point de vue autoritaire. Le fait que le roi du Maroc, en tant qu'homme d'affaires, rachète le plus grand groupe privé d'enseignement au Maroc, alors que le système public est en train de dépérir. Quelle est l'intelligence politique dans cette action-là? Comment le peuple peut interpréter que donc, les élites du pays investissent dans l'éducation privée, alors qu'on ferme littéralement, les gens de Casablanca? Il y a des lycées mythiques qui ont été fermés à Casablanca, des lycées publics mythiques qui ont été fermés à Casablanca. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que c'est arrivé. Je tiens à rappeler que le roi du Maroc, commandeur des croyants, c'était avant le printemps arabe, avait racheté Brasserie du Maroc, qui est producteur d'alcool. Ce qui, encore une fois, d'un point de vue de logique mkhzenienne, ne fait pas sens. Et ça, Hassan II ne faisait pas ce genre de bêtises. Et c'est là où je dis, alors évidemment, on peut le prendre de 2 façons. Dire c'est pas bien, mais dire aussi c'est peut-être bien, parce que peut-être que ça précipite donc la chute de ce type de gouvernance. Alors, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, la dernière décision qui, à mon avis, est très intéressante, le roi a nommé une espèce de commission pour créer un nouveau modèle de développement. Et encore une fois, ça me frappe parce que nous sommes en train de... C'est les vieilles recettes. Et les vieilles recettes, c'est quoi? C'est de dire, moi, monarchie, j'ai plus de capacité à attirer les élites que vous, partis politiques. Parce que c'est ça ce que ça veut dire. Parce que normalement, dans un pays qui se respecte, vous avez des partis politiques qui sont porteurs d'idées, de solutions. Et donc, l'intellect de la société va vers ces partis-là. Et donc adhère à ces partis-là en fonction de ses propres idées. Et ça se transforme en politique publique. Et ça se transforme en développement, pas développement, etc. Le fait que la monarchie dise le modèle économique ne fonctionne pas, moi je vais nommer une commission, donc ce n'est pas des gens élus, c'est moi qui les nomme, et c'est eux qui vont réfléchir à un modèle économique. C'est une autre façon de dire, et c'est ce que la monarchie a fait jusqu'à présent, de dire, vous avez des élections, vous élisez les gens, mais en fait, la seule institution capable de fabriquer de l'avenir dans ce pays, c'est moi. Ce ne sont pas les partis politiques. Sauf que cela a été tenté avant. Il y a eu le G14, c'est pas nouveau, et que surtout, les Marocains maintenant le savent.
on ne leur fait plus ce coup-là. Ils savent que ce n'est pas parce qu'on va nommer un jeune entrepreneur qui a inventé une application Internet, on va nommer le patron d'une grande entreprise, on va nommer ils ont nommé Benzine, je ne sais pas si vous connaissez Rachid Benzine, qui a écrit un livre sur l'islam libéral, il est membre de cette commission. Oui, il a été nommé, il fait partie, donc il fait partie des gens qui vont nous créer, qui vont nous dire comment on va se développer économiquement. Donc, et on est dans la... Non. Oui, enfin bon. Et donc on est dans cette espèce de fichitisation de la célébrité, parce qu'il est connu, donc je le ramène, et je vous dis en même temps, je suis capable de le ramener, parce que lui, que vous aimez bien, il me fait confiance pour travailler avec moi. Mais le grand changement aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle le 20 février est arrivé. Et quel a été le message du 20 février? Le message profond du 20 février, c'est justement la connexion entre l'économique et le politique. C'est de dire, les problèmes économiques ne vont pas se régler parce que vous allez créer des écoles de coding comme le fait l'OCP aujourd'hui. Les problèmes économiques ne vont pas se régler parce que vous allez convaincre un Marocain qui a eu un MBA à UCLA et qui a travaillé pour Microsoft de venir travailler au Maroc. Les problèmes économiques vont se régler lorsque j'aurai l'indépendance du judiciaire. Lorsqu'un entrepreneur pourra entreprendre sans avoir peur du qaïd et du muqaddam et du cousin, de la copine, du patron de je ne sais quoi. C'est là, le véritable changement avec le mouvement du 20 février, c'est d'inscrire dans la tête des Marocains que le véritable développement économique ne peut pas se produire sans un développement institutionnel. Et c'est en ce sens que le Hirak du Rif est très important, parce qu'en réalité, lorsque vous analysez les 19 mesures demandées par les gens du Rif, elles étaient extrêmement subversives, parce qu'elles mettaient le régime en face de ses responsabilités. Ils n'ont pas dit on veut une monarchie parlementaire, ils ont dit on veut un CHU, on veut un dispensaire ici, on veut un centre universitaire là, on veut etc. etc., etc. Et en disant cela, qu'est-ce qu'ils disaient aux élites économiques du pays? Vous avez failli. Vous avez failli. Et c'est là, et de façon très intéressante, c'est à la suite de cela, après évidemment répression, que le roi fait un discours en disant « Ah, il nous faut un nouveau modèle économique ». Alors que si vous revenez 2 années avant, dans son discours, il disait « La Constitution est très bien, tout est très bien politiquement, et notre modèle économique est parfait ». Et c'est quoi le modèle économique? C'est des ponts superbes, c'est des autoroutes, c'est des TGV, c'est des aéroports. Effectivement, les gens, je sais, j'ai des amis algériens, quand ils arrivent au Maroc, ils sont ébahis par les autoroutes. Alors comment expliquer qu'avec ces infrastructures extraordinaires, les gens sont mécontents? Pour une raison très simple. Pour une raison qui en fait, permet de comprendre l'importance de la démocratie. C'est parce que ces ponts et ces TGV, etc., se sont construits, la décision budgétaire s'est faite, sans prendre en considération les intérêts de tout le monde. C'est quoi une démocratie? Une démocratie, pourquoi est-ce que le moment le plus important dans un parlement, c'est la loi de finances? C'est quoi la loi de finances? La loi de finances, c'est la société ramasse ses ressources, les envoie à ses représentants, et les représentants entre eux décident de ce qui est prioritaire. Lorsque le roi arrive et pour faire plaisir à Sarkozy, dit on va faire un TGV entre Tanger et Casa, qui est une décision qui est abjecte. Parce qu'au même moment, nous n'avons pas de dispensaire, nous n'avons pas d'école, nous avons d'autres lignes de train qui ne fonctionnent pas, qui sont utilisées. Et pour la petite histoire, ils disent tous que c'est un succès parce que beaucoup de gens le prennent, parce qu'il n'est pas cher. Et pourquoi il n'est pas cher? Parce qu'ils ont augmenté les prix des autres trajets. Donc en réalité, les pauvres airs qui font les autres trajets financent ceux qui luxueusement font le trajet entre Tanger et Casablanca, sans parler de la caisse, sans parler de la caisse de l'État. Et justement, ce que les Marocains sont en train d'apprendre, c'est qu'un régime autoritaire ne connaît pas une notion qui est nodale dans toute démocratie. Le coût d'opportunité. Quand j'investis là, dans quoi je n'investis pas? Dans un régime autoritaire, vous avez les élites qui disent on va faire ça, mais on ne sait pas quel est le coût caché. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre qui aurait pu nous servir? Et c'est ce qui s'est passé au Maroc. Donc vous avez de super aéroports, vous arrivez à Marrakech, il y a des enfants qui mendient dans la rue. D'accord? Vous avez un super train qui passe et les petits villages qui sont entre Tanger, ils peuvent. Pourquoi? Parce que leurs représentants n'ont pas le droit à la parole. Au RIF, ils ont fait des investissements, etc., mais qui n'ont pas eu d'impact. Pourquoi? Parce que ces investissements ont été faits à l'encontre du désir des citoyens. On ne leur a pas demandé qu'est-ce qui est le plus important. Peut-être qu'ils avaient besoin d'une toute petite route reliant un village à un autre, alors on leur fait des centres de développement de je ne sais pas quoi, etc., qui n'ont pas d'impact sur les gens. Et aujourd'hui, on découvre que finalement ça ne marche pas, malgré tous ces investissements, les gens ne sont pas contents. Et pour rendre le tout vraiment intéressant, ces investissements, quelqu'un les a payés.
On les a payés avec de l'endettement. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez quelle est la personne la plus critique économiquement du Maroc? Quelle est la personne qui, quand elle part, fait vraiment critique de la façon, je pense, la plus pointue, l'économie marocaine? C'est le gouverneur de la Banque centrale, qui n'est pas n'importe qui. Abdeltaïf Chouari, gouverneur de la Banque centrale, était le ministre des Finances lorsque le Maroc a dû subir le programme d'ajustement structurel. C'est lui qui a négocié avec le FMI au début des années 80. Donc quand il dit « nous allons dans le mur », il sait de quoi il parle. Quand il dit « attention, on va vers des problèmes », je crois qu'il a prononcé le mot ajustement structurel. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on s'est endetté, que ça n'a pas produit la croissance qu'il fallait, parce que ce genre de théorie de ruissellement n'a pas fonctionné. Les beaux aéroports et les beaux machins, ça ne permet pas aux gens de vivre dans la dignité et de gagner leur vie. Et bien ça, il va falloir qu'on le paye un jour. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment exactement on va le payer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben encore une fois, on va aller à notre CIBIL et demander de l'argent aux organismes internationaux. Et pour conclure, la raison pour laquelle... Alors, je suis optimiste parce qu'il y a une énergie, c'est-à-dire que je vois dans nos sociétés une capacité de surprise positive, qu'il y a une énergie, il y a une maturité que personnellement, j'attendais pas, donc je le dis, mais nous sommes aussi aujourd'hui dans un monde qui est mondialisé. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je ne sais pas si ça se passe en Algérie, mais aujourd'hui, les couches sociales sur lesquelles le Maroc peut construire un développement économique équitable, ce sont des couches... Allez, c'est la classe moyenne, c'est les jeunes qui ont été dans des écoles d'ingénieurs, qui ont appris le coding, etc. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont des compétences qui sont mondialisées. La personne qui sait coder à Marrakech peut coder à Paris, peut coder à Montréal. Et mieux, elle est demandée à Montréal et à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de partir. Alors, ce qui est problématique... Surtout la politique, en fait, de l'enseignement qui est une forme d'émigration choisie. On le voit dans le type d'étudiants que nous recevons, etc. En fait, effectivement, il y a beaucoup de compétences. On leur facilite beaucoup plus en fonction des... Et c'est des gens, moi, je connais la majeure partie de mes étudiants. On est un institut très, très sélectif, qui sont venus du Maghreb, personne n'est reparti. Et ils ont de très bonnes situations. J'entends dire que les médecins algériens dans les urgences en France jouent un rôle qui paraît-il, est devenu de plus en plus important dans le maintien même du système. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement, les citoyens algériens marocains financent les citoyens français, parce que ces formations-là ont été formées avec de l'impôt marocain et de l'impôt algérien. Et donc aujourd'hui, nous subventionnons ces pays-là subventionnent d'une certaine façon, pas seulement que la France, le Canada et ailleurs. Et la question que je me pose, c'est que si, comme nos régimes sont absolument défectueux et sont incapables de mettre en place un environnement social, parce que lorsque vous êtes un jeune, que vous devenez ingénieur, vous aspirez à d'autres choses que le confort matériel. Vous aspirez à ne pas avoir peur de la police, vous aspirez à ce que vos enfants soient bien traités dans la rue, vous aspirez à avoir un minimum de système de santé, parce qu'ils payent des impôts, eux, parce qu'eux, ils sont captés par le système, ils ne sont pas dans l'informel, donc ils sont taxés. Et vous n'avez pas tout cela. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes quelqu'un de rationnel? Parce que vous avez des enfants, parce que vous voulez une vie qui est digne, vous prenez vos clics et vos claques, et vous êtes demandé ailleurs, vous allez ailleurs. Et la question que je me pose, on va le construire comment, ce Maroc, si ces gens-là aujourd'hui partent? Et ce que je dis aux élites mauritaniennes, c'est qu'ils partent parce que vous ne créez pas les conditions, justement, en termes de libéralisation politique, en termes de respect de la dignité humaine, qui leur permettent de rester dans nos pays. Et pour conclure ce chapitre-là, nos pays sont en train de traverser ce qu'on appelle en démographie le dividende démographique. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, vous étudiez les pyramides d'âge dans nos pays, avant, elles étaient très élargies à la base, beaucoup d'enfants, peu d'adultes et de personnes âgées. Aujourd'hui, ça ressemble de plus en plus à des femmes enceintes. D'accord? Donc le ballonnement est au milieu. Ce type de pyramide démographique, l'Espagne en rêverait, le Japon en rêverait, l'Allemagne en rêverait. Et pourquoi ça s'appelle le dividende démographique? Parce que c'est à ce moment-là... Absolument. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les gens qui travaillent doivent être plus nombreux que ceux vers lesquels les transferts sociaux se font. C'est-à-dire ceux qui sont en bas de la pyramide et ceux qui sont en haut de la pyramide. Or, comme nos systèmes politiques
ont failli dans la mise en place d'environnements qui sont incitatifs justement à la provision de ces opportunités de travail, ça se retourne puisque cette énergie-là qui n'est pas investie dans l'économie devient une énergie de demande, de changement, etc. Mais c'est une phase qui va passer. C'est-à-dire que c'est une opportunité qui va passer, c'est-à-dire dans quelques années, nous allons être des sociétés de vieux, avec personne pour les prendre en charge, avec des sociétés qui n'ont pas produit assez de richesses pour permettre à ces gens-là de vivre. Et nous allons vers ça, c'est ce que prévoit la démographie. Et désolé de terminer sur ce point négatif. Merci Boubacar. Donc on va passer la parole à la salle pour échanger, soit des questions, soit des interventions, hein, comme vous voulez. Donc on prendra, je vais regarder là, comme ça on respecte. Donc on prendra jusqu'à 20h, ou moins quart. Moins quart, allez, on prend une demi-heure là. C'est ça, là, l'Askara. Je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu cette chose-là. Et qu'est-il devenu ce mouvement de Hirak dans le Rif marocain? D'autres questions? Oui, il y a un monsieur là-bas. Je pense que ma question, c'est pas une observation, donc Non, mais moi, c'est pas une question, c'est une participation au débat. Donc, d'abord, j'étais très heureux d'entendre vous deux, vous trois même, pardon, excusez-moi, mais après, le dernier intervenant, c'est vrai, tout c'était très bien. Vous avez fait, mais bon, si je dois faire une discrimination, c'est pas le lieu, une analyse extrêmement dense, extrêmement intéressante, vous avez cité Todd, vous avez cité, enfin bon, quelque chose qui, voilà, je vais sortir en ayant appris des choses, et ça c'est toujours intéressant. Maintenant, il y a une grande question qui m'interpelle. C'est que j'ai bien compris qu'après toutes les phases préparatoires, en quelque sorte, des années 90, etc., qu'actuellement, il y a un grand mouvement qui est pacifique, de contestation, puissant, on le voit en Algérie, quand même, ça dure depuis un an, massif. C'est très positif, effectivement. Je lisais il y a quelques jours dans une interview de Mohamed Harbi, bon, donc vous connaissez mieux que moi. Effectivement, si j'ai bien compris, j'ai lu un peu vite, si j'ai bien compris, se poser la question de la violence. Il arrivait même peut-être à se poser la question, est-ce qu'on a bien fait effectivement de mener une guerre, pour mener la guerre de libération nationale, parce que la violence, le fait de transférer à des groupes armés finalement cette question, ben, finalement après on se retrouve avec les groupes armés qui dirigent. Et on n'est pas... Enfin bon, je résume un peu vite, en plus j'ai lu l'article un peu vite, mais enfin il y a toute cette question de la violence qui non seulement crée des problèmes sur le moment, parce qu'il y a des morts, des blessés, etc., mais peut créer aussi des problèmes par la suite dans l'établissement, effectivement, de nouvelles institutions. Maintenant, il y a quand même une grande question que je me pose, c'est que ces mouvements, ils sont extrêmement intéressants, extrêmement sympathiques, etc., ils ont toute notre approbation, mais à un moment donné, il faudra bien que les gens d'en haut, ils s'en aillent, et s'ils ne veulent pas s'en aller, je ne vois pas comment, à un moment donné, il ne pourra pas avoir de la violence d'une façon ou d'une autre. Ou alors, effectivement, c'est qu'on est on va être en train d'assister à un phénomène extrêmement nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est que des pouvoirs autoritaires, sous la pression simplement de la rue, la pression massive, la pression répétée de la rue, la désagrégation peut-être de la société, en tout cas de leur pouvoir, parce qu'il n'y a plus d'appui du tout de la société, qui soit en quelque sorte, qui s'effondre, qui sont obligés de partir. Mais voilà, moi, c'est cette question de la violence qu'à un moment donné, je me dis, est-ce qu'elle ne va pas faire irruption quand même nécessairement? Juste avant, vous avez le meilleur exemple, la chute du mur de Berlin et la chute de tout le système autoritaire soviétique. Il s'est fait... oui. Moi, je crains qu'il se soit fait parce qu'il y a eu un accord sur un bateau de guerre entre le président Reagan et le président de l'Union soviétique, et que c'est la guerre froide qui a été perdue, et c'est pas du tout les peuples qui ont gagné. D'ailleurs, un général soviétique avait dit, c'est la première fois qu'on perd autant de territoire sans combattre. Je crois que là, on nous a caché beaucoup de choses.
Oui, bonsoir. Je pense que les analyses qui nous ont été faites, comme ça a été souligné, je pense qu'elles nous éclairent sur pas mal de choses. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ce qui est commun aux trois pays. Je pense à la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, et je vais même jusqu'en Égypte. Ce qui est intéressant, c'était la lutte commune, donc en Tunisie, qui nous a donné quand même l'exemple où on était loin du combat et de la réussite. Même si c'est aujourd'hui en Tunisie, les choses sont difficiles. Et je sais que j'entends souvent que c'est difficile. Mais de toute façon, une révolution ne se fait pas dans la facilité et dans le confort. Le lien commun entre l'Algérie et le Maroc, on a quand même un clin d'œil qui est le mois de février. Le 20 février, le mouvement au Maroc, et en Algérie, le 20 février. Donc c'est pas le hasard des choses. Je vais jusqu'en Égypte. Pourquoi les Algériens, pourquoi le mouvement en Algérie n'a pas accepté ces élections? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas une compétition démocratique d'élections, non. C'est qu'ils veulent le démantèlement du système, parce que l'expérience égyptienne nous a montré que sans le démantèlement du système, si on fait des élections, et même si l'opposition gagne, on n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Et ce qui s'est passé avec Sisi. Donc, ils avaient bien raison, les Algériens, de ne pas faire confiance à ce système-là et qui demandent le démantèlement du système. Beaucoup de gens nous disent « ouais, mais il n'y a pas de représentants, avec qui ils vont négocier ?» Heureusement que le mouvement du Hirak n'a pas désigné de représentants, parce que s'ils avaient désigné des représentants, ils seraient tous en prison. Dès qu'il y a quelqu'un, une tête qui émerge du mouvement Hirak, tout de suite on le met en prison. Donc je pense qu'aujourd'hui, le mouvement du Hirak, il va continuer, l'OTAN est avec nous, je pense que tant que le système ne partira pas, et je pense qu'il n'y aura pas la violence. Ce qui est le plus important, c'est le pacifisme. On arrivera avec cette question du pacifisme, et je pense que les manifestations qu'il y a eu vendredi, juste après les élections, qu'est-ce qu'ils disaient les Algériens? Ils disaient, bah, écoutez, nous on ne part pas tant que le système n'est pas parti. Et juste pour rester dans l'actualité, vous imaginez un président qui arrive avec moins de 10% d'inscrits, qui a un fils qui est un trafiquant de cocaïne, imaginez en Europe, qui est le fils d'un président qui est mêlé dans ces affaires-là. Il y a longtemps qu'il aurait sauté dans ces pays-là. Donc, ce président qui arrive avec une répression, je pense qu'il ne pourra pas tenir aussi longtemps. Et on verra, les gens, ils observent, ils vont voir qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que le mouvement Hirak, il a raison d'aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, pour continuer justement sur l'intervention de Jafar, sur ce qu'il y a de commun entre les trois pays, je crois que la caractérisation essentielle de ce qui est commun, c'est la problématique constitutionnelle. Elle est la même, elle traverse avec la même intensité l'ensemble de l'espace, disons l'espace maghrébin jusqu'en Égypte, si on veut. La problématique constitutionnelle, nous sommes dans des pays où il y a un divorce entre la société réelle et la société politique. Et ça, c'est un problème constitutionnel. Nous avons un gouvernement au Maroc où le chef du gouvernement est représentant de moins de 10% du corps électoral, lorsqu'on regarde les chiffres. Donc, c'est ce divorce qui explique ce Hirak qui existe et qui échappe à l'ensemble des partis politiques. Ça, c'est la première caractérisation. La deuxième, c'est l'aspect pacifique. Ce n'était pas possible de faire une manifestation à Casablanca il y a une trentaine d'années sans qu'il y ait une effusion du sang. Nous connaissons les insurrections qu'il y a eu à Casablanca en 1965, et ailleurs en 1984, etc., où il y a eu un bain de sang, parce que nous étions dans un pays où le champ politique était fermé. Toutes les manifestations étaient interdites, et donc ça ne pouvait se manifester que par des explosions populaires. Aujourd'hui, la situation est différente, parce que le champ politique a été ouvert et de force par la population, par la jeunesse, par ces Hirak qui échappent justement à
à cet espace, à ce champ politique officiel qu'on avait jusqu'à présent. Donc moi je pense que ce sont les caractéristiques essentielles de ce Hirak. Maintenant, est-ce que l'aspect pacifique va continuer? Personne ne peut évidemment prévoir. Mais j'ai bien peur que ça ne puisse pas continuer éternellement à être pacifique s'il n'y a pas des issues pratiques à la fin. Il faut qu'il y ait une issue pratique. Pour qu'il y ait une issue pratique, il faut obligatoirement de l'organisation. Je pense que l'aspect spontané des Hirak n'est pas forcément une bonne chose. Ça peut être une bonne chose au début pour créer son divorce, crier son divorce avec, disons, le champ politique officiel, mais il faut qu'à un certain moment, ce Hirak fasse émerger sa propre direction. Une direction, bien entendu, qui soit conforme à l'espace politique réel et non officiel. Moi, je pense que c'est ça, hein, la grande problématique qui va se poser. Ouais.